Phileas Fogg était membre du Reform Club, et voilà tout. Ce Phileas Fogg était-il riche? Incontestablement. Mais comment avait-il fait fortune? C'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire, et M. Fogg était le dernier auquel il convint de s'adresser pour l'apprendre. En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non avare, car partout où il manquait un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait silencieusement et même anonymement. En somme, rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait aussi peu que possible et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Cependant, sa vie était à jour, mais ce qu'il faisait était si mathématiquement toujours la même chose que l'imagination, mécontente, cherchait au-delà. Avait-il voyagé? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était d'endroit si reculé dont il ne parut avoir une connaissance spéciale. Quelquefois, mais en peu de mots, brefs et clairs, il redressait les 1000 propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus ou égarés. Il indiquait les vraies probabilités, et ses paroles s'étaient trouvées souvent comme inspirées par une seconde vue, tant l'événement finissait toujours par les justifier. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Ce qui était certain toutefois, c'est que depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Ceux qui avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient que, si ce n'est sur ce chemin direct qu'il parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club, personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs. Son seul passe-temps était de lire les journaux et de jouer au whist. À ce jeu du silence si bien approprié à sa nature, il gagnait souvent, mais ses gains n'entraient jamais dans sa bourse et figuraient pour une somme importante à son budget de charité. D'ailleurs, il faut le remarquer, M. Fogg jouait évidemment pour jouer, non pour gagner. Le jeu était pour lui un combat, une lutte contre une difficulté, mais une lutte sans mouvement, sans déplacement, sans fatigue, et cela allait à son caractère. On ne connaissait à Phileas Fogg ni femme, ni enfant, ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes, ni parents, ni amis, ce qui est plus rare en vérité. Phileas Fogg vivait seul dans sa maison de Savile Row, où personne ne pénétrait. De son intérieur, jamais il n'était question. Un seul domestique suffisait à le servir. Déjeunant, dînant au club à des heures chronométriquement déterminées, dans la même salle, à la même table, ne traitant point ses collègues, n'invitant aucun étranger, il ne rentrait chez lui que pour se coucher, à minuit précis, sans jamais user de ces chambres confortables que le Reform Room tient à la disposition des membres du cercle. Sur 24 heures, il en passait 10 à son domicile, soit qu'il dormît, soit qu'il s'occupa de sa toilette. S'il se promenait, c'était invariablement d'un pas égal, dans la salle d'entrée parquetée en marqueterie, ou sur la galerie circulaire, au-dessus de laquelle s'arrondit au dôme à vitraux bleus, que supportent 20 colonnes ioniques en porphyre rouge. S'il dînait ou déjeunait, c'étaient les cuisines, le garde-manger, l'office, la poissonnerie, la laiterie du club qui fournissaient à sa table leurs succulentes réserves. C'étaient les domestiques du club, graves personnages en habits noirs chaussés de souliers à semelles de molleton, qui le servaient dans une porcelaine spéciale et sur une admirable linge en toile, de Saxe. C'étaient les cristaux à moules perdus du club qui contenaient son sherry, son porto ou son claret mélangé de cannelle, de capillaire et de cinnamon. C'était enfin la glace du club, glace venue à grands frais des lacs d'Amérique, qui entretenait ses boissons dans un satisfaisant état de fraîcheur. Si vivre dans ces conditions, c'était être un excentrique, il faut convenir que l'excentricité a du goût. La maison de Savile Row, sans être somptueuse, se recommandait par un extrême confort. D'ailleurs, avec les habitudes invariables du locataire, le service s'y réduisait à peu. Toutefois, Phileas Fogg exigeait de son unique domestique une ponctualité, une régularité extraordinaire. Ce jour-là même, 2 octobre, Phileas Fogg avait donné son congé à James Forster, ce garçon s'étant rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86, et il attendait son successeur qui devait se présenter entre 11h et 11h30. Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir, Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir 40 ans, de figure noble et belle, haut de taille, que ne déparait pas un léger embonpoint, blond de cheveux et de favoris, front uni sans apparence de rides aux tempes, figure plutôt pâle que colorée, dents magnifiques. Il paraissait posséder au plus haut degré ce que les physionomistes
appelle le repos dans l'action, faculté commune à tous ceux qui font plus de besogne que de bruit. Calme, flegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, c'était le type achevé de ces Anglais à sang-froid qui se rencontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni et dont Angelica Kauffman a merveilleusement rendu sous son pinceau l'attitude un peu académique. Vu dans les divers actes de son existence, ce gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement pondéré, aussi parfait qu'un chronomètre de Leroy ou de Earnshaw. C'est qu'en effet, Phileas Fogg était l'exactitude personnifiée, ce qui se voyait clairement à l'expression de ses pieds et de ses mains, car chez l'homme aussi bien que chez les animaux, les membres eux-mêmes sont des organes expressifs de passion. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Ils ne faisaient pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Ils ne perdaient pas un regard au plafond. Ils ne se permettaient aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Toutefois, on comprendra qu'il vécut seul, et pour ainsi dire en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements, et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne. La discussion continua donc entre les gentlemen, qui s'étaient assis à une table de whist, Stuart devant Flanagan, Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robres, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. »« Allons donc, répondit Ralph, il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille ? » ?»« Je n'en sais rien, répondit Andrew Stuart. Mais après tout, la Terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, à vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le robre. Mais bientôt, Andrew Stuart la reprenait, disant « Comment autrefois ? Est-ce que la Terre a diminué par hasard ? Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de monsieur Fogg. La Terre a diminué puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stuart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stuart n'était pas convaincu, et la partie achevée. « Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la Terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois, en 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, monsieur, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsular Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le Mont Cenis et Brindisi, Railways et paquebots, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, Railway, 7 jours. De New York à Londres, paquebot et Railway, 9 jours. Total, 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart, qui, par inattention, coupa une carte maîtresse. Mais non compris, le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stuart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta 2 à tout mettre. Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique aussi, monsieur Stuart. Je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous, partons ensemble. Le ciel m'en préserve, s'écria Stuart. Mais je parierais bien 4000 livres qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible. Très possible, au contraire, répondit monsieur Fogg. Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours ? Oui. Je le veux bien. Quand ? Tout de suite. C'est de la folie, s'écria Andrew Stuart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. Tenez, jouons plutôt. Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a mal donne. Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup les posant sur la table. Eh bien, oui, monsieur Fogg, dit-il. Oui, je parie 4000 livres. Mon cher Stuart, dit Fallentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. Soit, dit monsieur Fogg, puis se tournant vers ses collègues. J'ai 20 000 livres déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers.
20 000 livres, s'écria John Sullivan. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre. L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que dans un minimum de temps. Un minimum bien employé, suffit à tout. Mais, pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement de railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai mathématiquement. C'est une plaisanterie. Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en 80 jours, ou moins, soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Acceptez-vous ? Nous acceptons, répondirent M. Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph après s'être entendus. Bien dit, M. Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce soir même ? Demanda Stuart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre à 8h45 du soir. Faute de quoi, les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrit à M. Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt », répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes, « Je retourne au carreau, dit-il. À vous de jouer, monsieur Stuart. » Fix avait en peu d'instants rejoint sur le quai Passepartout, qui flânait et regardait, ne se croyant pas, lui, obligé à ne point voir. « Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, votre passeport est-il visé ? » « Ah, c'est vous, monsieur, répondit le Français, bien obligé. « Nous sommes parfaitement en règle. Et vous regardez le pays ? Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. Et comme cela, nous sommes à Suez. À Suez. En Égypte parfaitement. Et en Afrique. En Afrique. En Afrique, répéta Passepartout. Je ne peux y croire. Figurez-vous, monsieur, que je m'imaginais ne pas aller plus loin que Paris, et cette fameuse capitale, je l'ai revue tout juste de 7h20 du matin à 8h40 entre la gare du Nord et la gare de Lyon, à travers les vitres d'un fiacre, et par une pluie battante. Je le regrette. J'aurais aimé à revoir le Père-Lachaise et le cirque des Champs-Élysées. « Vous êtes donc bien pressé ?» demanda l'inspecteur de police. « Moi, non, mais c'est mon maître. À propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal, avec un sac de nuit seulement. Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez tout ce qu'il faut. » « Monsieur, répondit Passepartout, vous êtes vraiment d'une complaisance. » Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. « Surtout, dit-il, que je prenne bien garde de ne pas manquer le bateau. »« Vous avez le temps, répondit Fix, il n'est encore que midi. » Passepartout tira sa grosse montre. « Midi, dit-il. Allons donc, il est 9h52. Votre montre retarde, répondit Fix. « Ma montre ? Une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père. Elle ne varie pas de 5 minutes par an. C'est un vrai chronomètre. » « Je vois ce que c'est, répondit Fix. Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde de 2 heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. Moi, toucher à ma montre, s'écria Passepartout. Jamais. Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. Tant pis pour le soleil, monsieur. C'est lui qui aura tort. Et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait « Vous avez donc quitté Londres précipitamment. » Je le crois bien, mercredi dernier à 8h du soir, contre toutes ses habitudes, Monsieur Fogg revint de son cercle et 3/4 d'heure après nous étions partis. Mais où va-t-il donc, votre maître ? Toujours devant lui, il fait le tour du monde. Le tour du monde, s'écria Fix. Oui, en 80 jours. Un pari, dit-il, mais entre nous, je n'en crois rien. Cela n'aurait pas le sens commun. Il y a forcément autre chose. Ah, c'est un original, ce Monsieur Fogg. Je le crois. Il est donc riche ? Évidemment. Et il emporte une jolie somme avec lui, en banknotes, toutes neuves. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez, il a promis une prime magnifique à Bombay, aux mécaniciens du Mongolia, si nous arrivions à Bombay avec une belle avance. Et vous le connaissez depuis longtemps, votre maître ? Moi, répondit Passepartout.
Je suis entré à son service le jour même de notre départ. » On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres, peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver en de pays lointains, ce prétexte d'un pari excentrique, tout confirmait et devait confirmer Fix dans ses idées. Il fit encore parler le français et acquit la certitude que ce garçon ne connaissait aucunement son maître, que celui-ci vivait isolé à Londres, qu'on le disait riche sans savoir l'origine de sa fortune, que c'était un homme impénétrable, etc. Mais en même temps, Fix put tenir pour certain que Phileas Fogg ne débarquait point à Suez et qu'il allait réellement à Bombay. « Est-ce loin, Bombay » demanda Passepartout. « Assez loin, répondit l'agent. « Il vous faut encore une dizaine de jours de mer. »« Et où prenez-vous Bombay ? Dans l'Inde ? En Asie ? Naturellement. »« Diable ! C'est ce que je vais vous dire. Il y a une chose qui me tracasse. C'est mon bec. Quel bec ? Mon bec de gaz que j'ai oublié d'éteindre et qui brûle à mon compte. Or, j'ai calculé que j'en avais pour 2 shillings par 24 heures, juste 6 pinces de plus que je ne gagne. Et vous comprenez que pour peu que le voyage se prolonge... » Fix comprit-il l'affaire du gaz ? C'est peu probable. Il n'écoutait plus et prenait un parti. Le Français et lui étaient arrivés au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes. Il lui recommanda de ne pas manquer le départ du Mongolia, et il revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. Fix, maintenant que sa conviction était faite, avait repris tout son sang-froid. « Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute, je tiens mon homme. Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en 80 jours. »« Alors c'est un malin, répondit le consul. Et il compte revenir à Londres, après avoir dépisté toutes les polices des 2 continents ? Nous verrons bien, répondit Fix. Mais ne vous trompez-vous pas ? Demanda encore une fois le consul. Je ne me trompe pas. Alors pourquoi ce voleur a-t-il tenu à faire constater par un visa son passage à Suez ? Pourquoi, je n'en sais rien, monsieur le consul, répondit le détective. Mais écoutez-moi. Et en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique du dit Fogg. En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme. Et qu'allez-vous faire ? Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation à Bombay, m'embarquer sur le Mongolia, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main, et la main sur l'épaule. À 8 heures du matin, et à 15 miles en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici. » Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty, qui parut ne rien comprendre à cette halte en milieu d'une forêt de tamarins et de cajoux. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt, s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Sir Francis Cromarty. « Je veux dire que le train ne continue pas. » Le brigadier général descendit aussitôt du wagon. Phileas Fogg le suivit sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous » demanda Sir Francis Cromarty. « Au hameau de Colby, » répondit le conducteur. « Nous nous arrêtons ici ? Sans doute, le chemin de fer n'est point achevé. »« Comment il n'est point achevé ? » ?»« Non, il y a encore un tronçon d'une 50aine de miles à établir entre ce point et Allahabad où la voie reprend. Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway. Que voulez-vous, mon officier ? Les journaux se sont trompés. Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta, reprit Sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. Sans doute, répondit le conducteur. Mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eût volontiers assommé le conducteur qui n'en pouvait. Il n'osait regarder son maître. Sir Francis, dit simplement, Monsieur Fogg, nous allons, si vous le voulez bien, aviser aux moyens de gagner Allahabad. Monsieur Fogg, il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. Non, Sir Francis, cela était prévu. Quoi ? Vous saviez que la voie... En aucune façon. Mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n'est compromis. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22 et nous arriverons à temps à Calcutta. Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certains monstres qui ont la magie, comme certaines montres qui ont la manie d'avancer, et ils avaient
prématurément annonçait l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade. Palkigaris à 4 roues, charrettes traînées par des ébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi M. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied, dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu, « Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ?»« Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. »« Allons voir l'éléphant, répondit M. Fogg. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un Indien et dans l'enclos un éléphant. Sur leur demande, l'Indien introduisit M. Fogg et ses 2 compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal à demi domestiqué que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage, appelé mutch dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant 3 mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour M. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime, et le mutch ne s'était point encore déclaré. Kiumi, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide, et à défaut d'autre monture, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes, et lorsque M. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, 10 livres, l'heure. Refus, 20 livres, refus encore, 40 livres, refus toujours. Passepartout bondissait à chaque surenchère. Mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle cependant. En admettant que l'éléphant employa 15 heures à se rendre à Allahabad, c'était 600 livres qu'il rapporterait à son propriétaire. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit d'abord 1000 livres. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cromarty prit M. Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que, dût-il le payer 20 fois sa valeur, il aurait cet éléphant. M. Fogg revint trouver l'Indien, dont les petits yeux, allumés par la convoitise, laissaient bien voir que pour lui, ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement 1200 livres, puis 1500, puis 1800, enfin 2000. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À 2000 livres, l'Indien se rendit. « Par mes babouches !» s'écria Passepartout. « Voilà qui met à un beau prix la viande de l'éléphant. »